Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau BiblioGrill intitulé Le parangonnage, outil de coopération professionnelle. Donc, nous nous intéressons aujourd'hui à un projet tout à fait inédit mené par la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dans le cadre de travaux de réaménagement à venir, la BSI a en effet mis en place plusieurs groupes de projets, dont un transverse chargé de mettre en œuvre une grande étude comparative de bibliothèques et de Fab Lab. Donc c'est ce parangonnage ou benchmark de bibliothèque que nous vous présentons dans ce BiblioGrill aujourd'hui, qui est à la fois un réservoir d'idées pour la BSI, mais aussi un outil de collaboration interne et un outil de coopération à l'échelle nationale et internationale. Donc pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Astor, chef de projet en charge de la communication interne, et Céline Levaux, chef de projet fonctionnel, toutes les deux à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, je crois que vous teniez à nous présenter l'ensemble des personnes qui ont participé à ce projet, car c'est vraiment un projet très collectif que vous avez mené. Oui. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil et puis pour cette mise en lumière. Nous sommes deux à piloter et gérer ce projet, mais on a été très nombreux à participer, notamment dans un groupe un peu resserré. Donc je présente rapidement mes collègues: Céline Clément, qui est médiatrice et assistante technique et créative, Régine Préchel, qui est chargée de la politique documentaire, Annie Chenot, qui est responsable des acquisitions chez nous, et Aboubacar Maïga, qui est médiateur jeunesse. Outre ce groupe projet, une quinzaine de collaborateurs de la bibliothèque ont aussi participé à l'expression des besoins et à la récolte des données, notamment lors des visites. D'accord, merci pour cette première présentation du groupe projet. Pour commencer, peut-être que vous pouvez nous décrire un peu la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et pour quelqu'un qui n'y serait jamais venu, par exemple, voilà. On va pouvoir voir quelques images, puis si vous pouvez nous en parler en même temps. D'accord. Donc, la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est une grande bibliothèque, une bibliothèque nationale. C'est aussi une bibliothèque de proximité. Donc, on a des fonds en sciences et techniques, mais aussi récemment, on a ouvert une collection. Donc, on a aussi un fonds science-fiction, bande dessinée, plus récemment, esprit critique et apprendre à apprendre. Alors, notre particularité, c'est qu'on a un système aussi qui... Donc, on est une centaine de collaborateurs, mais aussi, on travaille avec beaucoup de partenaires. On a une cité de la santé et une cité des métiers à l'intérieur de la bibliothèque, donc qui, à elles seules, ont une centaine de partenaires qui contribuent au fonctionnement de la bibliothèque. On fait énormément de médiation, de vulgarisation scientifique, que ce soit pour les individuels, les familles et aussi beaucoup pour les scolaires. On organise et on participe ou on accueille des événements très divers. Donc, on a un exemple ici avec Échec et Maths. Ça peut être aussi le forum de l'alternance, des job dating, la RoboCup Île-de-France Junior, par exemple. Voilà. On a une activité aussi hors les murs avec le label Cité des métiers. Donc, il y a 24 cités des métiers sur le territoire et à l'étranger. Nous pilotons ce label, mais voilà, on a une action aussi à l'extérieur et on a aussi 4 centres associés Cité des métiers, notamment la BPI. D'accord. Et donc, ce projet de benchmark que vous avez mené, il s'inscrit dans le cadre du projet culturel et scientifique de la BSI. Est-ce que vous pouvez nous le décrire dans les grandes lignes ? Oui, alors effectivement, ce projet s'inscrit vraiment dans une dynamique d'évolution, de transformation. Depuis 2021, on a un projet scientifique et culturel donc, qui est basé sur 6 axes thématiques, donc santé, métier, environnement, numérique. L'axe aussi enfants et famille et bien sûr éducation et culture scientifique.
Donc ça, ce sont les grandes lignes théoriques. Et donc ce projet scientifique et culturel, on l'a décliné en une feuille de route. Et donc cette feuille de route, elle est sous forme très concrète de 22 projets, qui correspondent à 22 groupes projets menés par les collaborateurs eux-mêmes, en lien bien sûr avec la direction. Et donc ces 22 projets sont irrigués par 4 projets transversaux, par exemple une étude des publics et ce parangonnage. Donc l'idée, c'est de nourrir ces projets qui concernent des offres de la future bibliothèque. Voilà, donc on a ce contexte-là d'évolution en termes de contenu. D'accord, et le contexte aussi, c'est un projet de réaménagement à venir de la BSI. Donc, quel est le calendrier de ce projet et l'ampleur? Oui, donc on est très content d'avoir aussi en parallèle un projet de modernisation de la bibliothèque, donc qui va induire des travaux prochainement, donc sous couvert de consultation des instances concernées et bien sûr sous couvert d'imprévus imprévisibles, comme ça peut arriver pour les travaux. Ça devrait commencer donc fin 2024 ou début 2025 et courir jusqu'en 2026. Donc en gros, donc ces travaux de modernisation, ça serait donc par phase. Donc l'idée, c'est de rester ouvert, d'avoir des actions ciblées dans l'espace. Et donc peut-être si je peux te donner quelques grandes lignes, l'idée, c'est d'avoir un accueil beaucoup plus visible dans le hall de la cité. Donc à l'heure actuelle, puisqu'on a une bibliothèque sur 3 niveaux, donc l'accueil est au niveau -1, donc là on serait plus visible. Voilà, il va y avoir un renouvellement des mobiliers, des éclairages, de certains sols, un travail sur l'optimisation de la lumière naturelle, voilà, plein de choses. D'accord. Bah, merci pour ces éléments de contexte. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et peut-être commencer par décrire un peu ce projet de parangonnage que vous avez mené. Alors, peut-être qu'on peut le voir s'afficher. Voilà, ça c'est la première page du parangonnage qui est visible à cette adresse en ligne, et vous le retrouvez évidemment aussi sur la page du BiblioGrill sur le site BPI Pro notamment. Donc peut-être est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire ce projet, les grands axes d'analyse, en quoi consiste ce benchmark? Oui, alors juste donc le format final, c'est ce rapport, donc il y a un rapport assez dense qui est avec un axe thématique ciblé, dont on pourra vous parler Soline plus tard. Donc l'idée en gros, c'est qu'on a visité une quarantaine de lieux, on en a analysé 35, 36. Voilà, et on a proposé un outil qui soit communicable et puis qui permettent une recherche par mots-clés et qu'on puisse partager, bien sûr, puisque c'était le but. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la méthodologie que vous avez mis en place pour constituer ce rapport? Parce que c'est vraiment, ça fait partie des intérêts aussi de ce projet, ce phasage et c'est la constitution de groupes différents. Enfin, voilà. Oui, c'est une grande partie du travail, en effet. On a commencé d'abord par réinterroger les groupes de travail, puisque comme le disait Céline, il y avait 22 projets, donc on avait besoin de savoir qui avait besoin de quoi. Et donc, à partir des travaux qui avaient déjà été produits, on a réinterrogé ce besoin pour faire une cartographie plus précise des grandes thématiques à prioriser. Et l'idée, c'était de dégager en fait une conduite transversale pour le projet, c'est-à-dire de pas avoir seulement des thématiques et puis d'aller faire du picking un peu partout, mais de vraiment avoir une conduite après qui nous permette de traiter tous les sujets, mais partout. Donc, les grandes thématiques qu'on a retenues pour ce premier parangonnage, cette première phase, c'est l'accueil, la participation citoyenne, la réussite scolaire, l'acquisition des compétences, les enjeux du numérique et l'apprentissage par le faire. Donc, il y a une certaine cohérence entre toutes ces thématiques et un entrelacement certain qui nous a permis vraiment de travailler sur une étude comparative. Et c'est pour ça que
En fait, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'au-delà des résultats qui sont intéressants aussi, hein, c'est la façon dont on a procédé pour impliquer tous nos collaborateurs et les différentes équipes qui est intéressant, notamment pour leur faire préciser le besoin, mais aussi pour leur donner envie de réinterroger leurs pratiques, d'aller voir ailleurs, de regarder un peu ce qui se faisait, voilà, sortir des murs. Donc, par groupe, on a fonctionné donc avec les demandeurs des parangonages pour définir des critères d'analyse et définir des étalons de mesure. Donc ça, c'est vraiment un travail de co-construction pour faire apparaître une étude plutôt objective et qui nous permettrait de croiser des réponses, en fait, d'être vraiment dans l'étude comparative. Mais en parallèle, on a aussi monté une trame de questionnaire plus subjective et plus qualitative avec des espaces d'expression libres pour que on puisse aussi, les personnes qui allaient visiter puissent aussi s'exprimer, tout en se disant que l'enjeu, c'était de sortir du « c'est bien, c'est pas bien, ça me plaît pas ». Il fallait qu'il y ait de la matière, en fait, et de la donnée qu'on puisse comparer. Et pour choisir les lieux, puisque évidemment on a envie d'aller partout, hein, c'est super, mais il a bien fallu aussi quand même s'arrêter sur certains lieux. La première chose, ça a été de se dire qu'il y a il y a beaucoup de documentation sur le sujet, donc peut-être éviter des lieux qui ont été déjà visités, commentés, documentés. On a aussi également mis en place une contribution avec tous les collègues de la BSI, donc même les personnes qui n'avaient pas de benchmark ou de parangonnage à faire pour leur projet. On a demandé vraiment à tous les personnels de nous parler d'un lieu, de deux lieux qui faisaient mouche, qu'ils avaient envie de voir ou qu'ils avaient visité, et de nous dire pourquoi ils l'avaient visité et qu'est-ce qu'ils en avaient retenu. C'est une donnée, en fait, une petite enquête interne qu'on a faite en ligne et sur papier pour que tout le monde puisse y répondre, et puis qu'on a croisé avec les besoins des collègues. Donc, pour définir les lieux à visiter, avec l'objectif de rester sur une transversalité des lieux qui devait répondre plus ou moins aux 6 thématiques qu'on avait mis en évidence. Et puis qui devait aussi nous permettre de renouer et d'entretenir un maillage professionnel. Donc le contact avec les professionnels était important, quoi, d'aller chercher des thématiques qui nous intéressaient, où on pouvait nous apprendre aussi à la fois sur des choses, donc sur des lieux, mais sur des offres, sur des pratiques, sur des postures. Donc, on a retenu une quarantaine de lieux en Île-de-France, partout en France, et quelques lieux en Europe. Tout le monde pouvait partir en visite, donc tous les personnels de la BSI, avec la seule contrainte, c'est de ramener de la donnée. Donc, pour ça, on avait élaboré un petit kit de visite qui permettait de finalement se préparer en amont pour tout ce qui est administratif, comme on prépare son voyage, en gros. Qu'est-ce qu'on attend aussi de cette visite? Pendant la visite, donc avec la grille d'analyse et les questions à poser, comment on prend des photos pour qu'elles puissent être exploitées, etc. Et après la visite, puisque après, il fallait ranger les documents, les nommer, etc. Et donc, il y avait aussi un petit document sur ce sujet. Donc, l'idée, c'était de définir des bonnes pratiques et de bien donner les attendus de l'analyse et d'homogénéiser au maximum les données pour faciliter le traitement. Voilà. Si je peux juste préciser après ce qu'on a fait sur le phasage, c'est qu'on a fait un POC, c'est-à-dire qu'on a mis à l'épreuve notre méthodologie sur quelques lieux en Île-de-France pour pouvoir ensuite améliorer nos outils, à la fois le kit, la grille. C'est cette méthode itérative en fait qui nous a permis vraiment d'améliorer nos outils. Voilà. Pour la méthodologie. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on retrouve peut-être pas l'ensemble de vos éléments de méthodologie, mais une grande partie dans le rapport en lui-même. Vous avez vraiment rendu ça visible, et c'est aussi une part très intéressante de votre travail. Et ce qui est aussi évidemment intéressant, c'est les résultats auxquels vous êtes parvenus après combien de temps a duré l'ensemble du projet? Je sais pas. 1 an, puisqu'on il y a eu la phase d'écriture et de traitement des données qui a duré bien 2 mois.
Donc, on peut dire que le POC... ça dure un an et un mois en tout, ouais. et les visites se sont étalées sur 6 mois. C'est vrai que la prise de rendez-vous, donc c'était un peu le temps incompressible déjà sur un an, puisque l'idée c'est que chacun et chacune a dû continuer ses activités par ailleurs, et donc ça a dû être mené en parallèle de nos métiers. On a essayé d'avoir l'attitude professionnelle identique à un cabinet de conseil, mais voilà, on avait nos activités par ailleurs, et en un an, on a quand même réussi à faire ce résultat. Tout à fait. Donc, au bout d'un an, on peut, vous êtes arrivé à la fois élaborer cette méthodologie très intéressante, et vous êtes arrivé aussi à j'imagine, des éléments de conclusion. Alors, on ne va pas revenir en détail sur l'ensemble de votre étude, parce qu'on invite tout le monde à aller la consulter. Elle est vraiment très dense. Mais peut-être que vous pourriez partager avec nous déjà quelques éléments de contenu qui vous ont particulièrement frappé en termes d'espace, d'usage, de modèles de bibliothèques que vous avez observés et qui ont été vraiment parlants à travers votre rapport. Alors, peut-être qu'on peut commencer par une des grandes parties du rapport. Donc, il y a 40 pages là-dessus. C'est la partie sur l'accueil, puisque évidemment, c'est ce qui concerne un peu tout, la manière d'organiser l'espace, la manière d'accueillir le public, de présenter les offres, d'organiser le travail aussi pour le personnel. Donc, je ne sais pas si, là, vu le temps imparti, ça va être difficile de partir sur des exemples, mais il y a toute une partie sur une notion de parcours de déambulation, comment on arrive dans la bibliothèque, comment est organisé l'espace, comment est organisé l'accueil, etc. Et donc ça, on s'est aperçu que c'était vraiment un facteur d'identité de la bibliothèque, au-delà des aspects pratiques. C'est vraiment une manière de dire qui on est, comment on accueille le public. Il y a tout un volet évidemment sur l'aménagement des espaces, ce qu'on a appelé l'art de s'asseoir, seul, à plusieurs. Voilà, tout ce qui est autour des mobiliers, des différents types de mobilier, potentiellement mobiles, modulables, hybrides. Là, on a un exemple avec on vous a mis le combo, la table, le lit, pot de fleurs, voilà, qui a été conçu par des étudiants à Berlin, ici par exemple. Il y a toute une analyse aussi, ce qui est ressorti, c'est sur peut-être les injonctions contradictoires que peuvent avoir les publics, de vouloir être dans des espaces silencieux, mais en même temps pouvoir discuter, pouvoir téléphoner, mais ne pas entendre les conversations des autres. Donc voilà, il y a toute cette gymnastique qui amène à gérer le public, à aménager l'espace en conséquence. Voilà, et peut-être que ce qu'on ressort aussi dans les grandes lignes, c'est que peut-être qu'il faut arrêter de courir après les usages des publics et se dire il y a toute une dynamique pour se dire on essaye de coller mieux au public par rapport aux usages des publics par rapport à avant. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, la manière d'aménager l'espace, d'organiser l'espace avait un impact sur les usages des publics. On avait un rôle à jouer, une responsabilité, que nos choix d'aménagement, d'organisation, des plots d'accueil, etc., étaient performatifs, donc jouaient un rôle, et qu'il fallait se saisir de ça pour penser les bibliothèques de demain. Alors peut-être, on a vu un exemple aussi il y a eu quelques trouvailles vraiment qui sortaient du lot, donc l'exemple d'une bibliothèque pop-up avec un bâtiment totalement modulable avec des mobiliers en carton, voilà, qui était en fait le but de ce lieu qui est en Allemagne, c'est de désengorger une bibliothèque et puis aussi de tester des offres pour une future bibliothèque qui va être en construction. Donc ce genre de trouvailles. Sur l'apprentissage par le faire, il y a eu beaucoup de choses. Donc si on peut passer au slide d'après,
par exemple avec ce kit pédagogique donc de bibliothèque à emporter qui est destiné aux écoles qui sont éloignées de la bibliothèque. L'exemple de Fab Lab, par exemple, au Quai des Savoirs, un Biolab, enfin voilà, énormément de choses qui nous ont beaucoup inspiré pour ce qui est de l'apprentissage par le faire. Et on apprend aussi que dans une bibliothèque en Allemagne, on peut se marier. Moi, ça m'a... c'est une des choses que j'ai... Voilà, que j'ai... On ne sait pas s'il y a eu des divorces, mais le mariage, ça marche bien. Justement, c'est intéressant, Swazik, de parler de ça, parce que ça nous permet de faire la transition sur la participation citoyenne, qui est un grand volet aussi de notre étude, où l'idée, c'est de vraiment penser la bibliothèque comme un lieu de vie, mais aussi comme un repère dans la cité, au sens politique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, dans les bibliothèques, on décentre vraiment le savoir, c'est-à-dire que c'est plus un savoir uniquement descendant, mais c'est aussi un savoir partagé et horizontal. Et pour ça, il y a une multitude d'offres qui se mettent en place. Et c'est pas seulement des offres, c'est aussi une posture des personnes dans les bibliothèques. Donc, juste pareil, pour citer quelques exemples, hein, on parle de co-construction des collections avec les publics, de mise à disposition d'espaces pour des événements, pour des mariages, mais aussi pour des événements citoyens, pour des conférences, pour des cycles vraiment sur des sujets de société. On a vu aussi que l'idée de la participation se faisait autour de l'échange, vraiment. Donc, il y a du don d'objets, ou du prêt d'objets qui se fait de plus en plus au sein des bibliothèques. Et puis, il y a tout le volet sur ce qu'on pourrait appeler aide sociale ou accueil social, avec beaucoup d'écrivains publics, de l'aide juridique, mais aussi de l'accompagnement pour les primo-arrivants à travers des ateliers de conversation. Donc, tout ça, c'est un rôle de bibliothèque qui s'affine, qui était déjà présent. Je veux dire, on ne découvre pas l'eau chaude, mais c'est quelque chose vraiment qui est très présent et partout. C'est ça qui est important pour nous à dire. Et l'action citoyenne, c'est aussi la réussite scolaire. Ça, on l'a vu aussi. Il y a de l'aide aux devoirs, du mentorat. On essaye vraiment au maximum d'amener des publics éloignés dans la bibliothèque à travers des dispositifs de bénévolat et l'intergénérationnel autour de l'école peut être vraiment très rassembleur. Ça, c'était très intéressant aussi. Peut-être tu voulais rebondir, sinon j'ai encore des choses à dire. Non, mais je pense qu'il faut vraiment aller lire attentivement ce benchmark de toute façon pour voir la richesse et la variété de ces propositions que vous avez observées. Peut-être pourriez nous parler un peu une fois ce travail effectué, comment vous l'avez restitué, partagé avec les équipes de la BSI, puis aussi avec les lieux qui ont participé au benchmark que vous avez visité. Est-ce que vous avez poursuivi cet échange avec eux? Oui, alors sur le volet plus communication interne, on a vraiment tout au fil de l'eau essayé de communiquer donc, sur plusieurs canaux. On a testé donc la plateforme numérique Mes Services, qui est la plateforme d'Universcience, donc où on a diffusé un petit peu les étapes, etc. On a fait des présentations intermédiaires et à la fin du projet au comité de direction, donc notamment la directrice Marie-Hélène Coulon-Vert, à notre sponsor de projet Yana Moustin et le directeur adjoint Michel Veillère. On a fait des présentations en réunion plénière, donc pour tous les collaborateurs de la bibliothèque et du Carrefour numérique. Donc pareil, phase intermédiaire et à la fin. Et on vient de faire une présentation aussi à tout le personnel Universcience, donc dans les amphi-projets qui sont une instance où on peut présenter des projets transversaux. Voilà, et vraiment l'idée pour nous, pour terminer sur la communication, je prêche pour ma paroisse, c'était de comment dire, pas seulement utiliser cet aspect de communication à la fin, mais vraiment d'en faire un outil pour structurer, valoriser ce qu'on fait, valoriser le travail des collaborateurs au fil de l'eau. Donc c'est vraiment structurant. Et d'ailleurs, c'est documenté aussi dans le rapport. Et sur la communication aux structures, évidemment, c'était
une condition préalable. Donc, les différentes structures nous ont ouvert leurs portes avec beaucoup de générosité, de fraternité et de bienveillance. C'était vraiment très chouette. Et donc, évidemment, la contrepartie, c'était qu'ils soient très tôt au courant de ce qu'on avait produit, et on leur a partagé, bien sûr, en premier le rapport et puis les grandes lignes de ce qu'on a pu définir. Et puis, il y en a qui sont venus en retour visiter aussi les lieux. Donc ça, c'était bien. Et puis aussi, sur des sujets où on pouvait être, voilà, des sujets communs, on a pu échanger, se donner des nouvelles très rapidement, et puis s'entraider sur certains sujets, et même communiquer ensemble sur certains sujets. Donc c'était vraiment intéressant. On voit que le maillage se renforce, en fait. C'est quand on va voir les gens, il n'y a pas de secret. C'est sûr. Et peut-être vous pourriez nous parler aussi un peu de la suite. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place à la BSI ou qui vont l'être prochainement? Oui, alors donc le rapport de cause à effet entre le rapport et ce qui est produit, il est assez subtil finalement. La première chose, c'est vraiment un état d'esprit qui est mis en place, je pense. Chacun a l'habitude de faire de la veille, de s'intéresser à ce que font les autres, mais un peu dans son coin, sans forcément documenter et partager ces informations. Donc en termes de méthode, je pense qu'on a vraiment acquis quelque chose. Et après, de manière très concrète, donc il y a des idées qui étaient déjà présentes, évidemment, mais ça a pu permettre soit d'appuyer certaines initiatives, soit d'aider à la prise de décision pour la direction. On a par exemple mis en place une ludothèque avec du prêt sur place de jeux. On a désormais la même machine à plastifier les livres qui est plus écologique que la canopée, donc grâce à cette rencontre. Il y a l'écrivain public aussi, ouais, tout à fait, qui va être mis en place. Il y a un projet de ressourceothèque qui est mené d'ailleurs par Régine Préchel, qui va être mis en place. Une évolution de la politique documentaire, de la valorisation des ouvrages. Voilà, donc il y a beaucoup d'inspiration et bien sûr tout ce qui est en termes de mobilier pour le projet de modernisation, donc sur la modularité, les équipements, la manière d'utiliser par exemple les éléments structurels de l'architecture pour ne pas perdre de place, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être diffusées ici ou là. D'accord. Et est-ce que vous envisagez de mettre à jour ce travail ou comment ça va se passer pour la suite? Alors en fait, l'idée de la méthodologie, c'était justement qu'après, d'autres collègues puissent s'en emparer sur d'autres sujets, parce qu'on n'a pas traité les 22 projets. Mais par contre, on a laissé cette trame qui permet effectivement peut-être de faire des mises à jour sur les mêmes sujets, mais aussi de s'emparer d'une méthodologie pour traiter d'autres sujets dans ce même cadre. Parce qu'on l'a un peu éprouvé et que il y a certaines lourdeurs, on vous le cache pas, mais quand même ça marche plutôt bien, donc ça vaut le coup de s'en emparer. Donc on espère effectivement que d'autres collègues vont pouvoir aller parangonner avec nos outils. Ce qui permet aussi peut-être ces lourdeurs dont vous parlez, de les améliorer, de les corriger, de les alléger. Enfin voilà, vous avez mis en place ce projet qui est voué à être évolutif. Oui, complètement. On a une question. Quelle est votre bibliothèque préférée dans toutes celles que vous avez visitées? Est-ce que vous avez des chouchous? Alors, la direction me dit de dire la nôtre. Non, mais alors, non, on ne peut pas répondre à ça. Ouais, franchement. C'est impossible. Hein. Celle qu'on n'a pas vue encore. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est devenu maintenant, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'aimais déjà beaucoup aller dans les bibliothèques, mais là, ça devient une vraie passion. Donc, partout où je vais dans les bibliothèques. Avec votre petite grille. Ouais, j'attends. Non, celle-là, je la prends pas. Franchement, des initiatives formidables, et de voir la manière dont travaillent les gens, etc. C'est vrai qu'on a toujours tous tendance à voir ce qui traîne, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui... voilà, et là, de voir toutes ces initiatives, ça permet aussi de relativiser parfois le regard critique qu'on a sur soi, mais aussi d'être stimulé, d'avoir plein
d'idées pour la suite. Donc, toutes. Bibliothèques. Vive les bibliothèques. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour cette passionnante présentation. Bravo pour cet énorme travail. Merci beaucoup à la régie de la BPI, comme à chaque fois, donc, qui rend possible ces bibliogrilles. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et nous nous retrouvons à la rentrée pour le prochain bibliogrill. Donc, merci Céline et Soline, et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.